Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. Menthe religieuse, mythomane, hystérique ou encore malfaisante, les experts psychiatres auront tout dit sur la singulière personnalité de Djamila Belkacem. Aujourd'hui âgée de 52 ans, Djamila Belkacem est la détenue la plus lourdement condamnée des prisons françaises. Jugée 4 fois devant les assises, c'est un record pour une femme, elle a été condamnée à 30 ans de prison, puis à la réclusion criminelle à perpétuité. Ses crimes, avoir assassiné son amant pour lui voler son argent, puis avoir tenté de faire empoisonner son mari par sa propre fille. 2 affaires qui ont dévoilé la personnalité totalement machiavélique de Djamila Belkacem. Tous les hommes qui ont croisé cette infirmière semblent en tout cas avoir été envoûtés par les charmes de cette femme, à la fois empoisonneuse et diabolique. Voici donc Ménage à 3, Amour, rêve et poison d'Hervé Lavigne et Guillaume Taverne. C'est l'histoire d'une ensorceleuse qui fait fantasmer les hommes. C'est une femme pulpeuse. Elle a ce charme méditerranéen, ce regard qui brille, ses longs cheveux bruns. Elle a des dessous exceptionnels. Un vétérinaire amoureux qui tombe malade subitement. Il y a des mauvaises ondes dans cet appartement, je le sens. Regarde en quel état tu es. D'étranges visions et des phénomènes inexpliqués. Elle va être marquée d'une croix en sang sur son corsage. Bref, l'ésotérisme le plus total. On se trouve dans le paranormal. Un traitement médical très particulier. À ce stade-là, on ne sait rien d'autre. On ne sait pas s'il va encore vivre ou s'il va mourir. Elle a quand même eu, c'est vrai, une formation d'infirmière, donc elle s'y connaissait dans les médicaments, dans les doses, ce qu'il fallait donner le soir, le matin. Une fille téléguidée pour assassiner son père. Qu'une mère puisse manipuler sa fille afin d'éliminer son mari et pour s'innocenter, c'est un scénario qu'on n'a jamais vu. Je n'ai rien à faire dans ce box, Monsieur le Président. J'aimais Jacques et il m'aimait. Nous allions nous marier. Pourquoi l'aurais-je assassiné ? « 26 février 1999. Le corps d'un vétérinaire en partie carbonisé est découvert chez lui. Une femme en noir tombe en pleurs dans les bras de la police. Aurait-elle quelque chose à cacher? Automne 1994. Nous sommes à Deauville, sur la côte normande. Sur le port de Plaisance, perdu dans ses pensées, un homme d'une 50aine d'années. Il s'appelle Jacques Brunet. Et depuis son enfance, il est amoureux de la mer et de la navigation. Récemment séparé de son épouse, il vient souvent passer quelques jours ici, seul au milieu de ces bateaux qui le font tant rêver. Le bateau dans la vie de Jacques Brunet, c'est au-delà de l'échappatoire. C'est une véritable passion. Il ne pensait qu'à ça. Son temps libre, c'était le bateau. C'est un scientifique qui n'avait dans sa vie qu'un désir, c'était arrêter de travailler à l'âge de 50 ans pour se consacrer à sa passion qui était le bateau. Il larguerait les amarres, il arrêterait ses situations professionnelles pour partir pendant 1 an en mer. Larguer un jour les amarres, pour s'en aller vivre la grande aventure par-delà les océans. Mais pour Jacques Brunet, ce vieux rêve n'est pas encore à portée de main. Car ses obligations professionnelles le retiennent toujours dans la région lyonnaise, près de Bourg-en-Bresse précisément, où Jacques Brunet dirige une importante clinique vétérinaire. Soigner les animaux, les réconforter, inventer pour eux de nouveaux traitements. L'autre passion de cet homme qui a consacré presque toute sa vie à son métier.
C'est quelqu'un qui travaille pour l'État, qui est reconnu par la préfecture, par les instances agricoles. C'est quelqu'un qui est un peu chercheur en même temps, qui dirige une équipe. On pourrait dire un haut fonctionnaire d'État, pratiquement. Donc un vétérinaire plutôt connu et apprécié dans sa profession, qui travaille sur des problématiques de vaccins, qui va aider des agriculteurs. Et donc c'est quelqu'un qui se consacre beaucoup à son travail, à ses recherches. Jacques Brunet, un notable de la région qui n'hésite pas à quitter son laboratoire pour rencontrer des agriculteurs dans les campagnes autour de Bourg-en-Bresse. Il est célibataire. Il mène une vie passionnante sur un plan professionnel et une vie très pauvre sur un plan social et affectif. Il est séparé de sa femme, donc il se retrouve certainement un peu seul, il vit une vie de divorcé, de célibataire. Il rentre chez lui, il est en tête-à-tête avec lui-même, il est face à son assiette, il est face à sa solitude. C'est pas un homme qui avait des amis, qui avait beaucoup de relations, qui sortait. Ce n'est pas ça, c'est un homme solitaire. Séparé depuis peu de sa femme et de ses enfants, notre vétérinaire occupe seul un modeste 2 pièces du centre-ville. Donc avec un matelas posé sur le sol, très peu de mobilier, et donc il va travailler le jour, rentrer le soir dans ce petit appartement de Bourg-en-Bresse. Il n'est pas originaire de Bourg-en-Bresse, il n'a pas réussi à tisser un lien social, amical. Ainsi va le quotidien de Jacques Brunet. Peu de relations en dehors de son travail, une vie sociale réduite à son strict minimum, mais une vie intérieure des plus intenses. Il a à la fois le côté scientifique de ce vétérinaire qui fait des recherches et cartésien, et quelqu'un qui a une vie religieuse, spirituelle aussi assez forte. Il va à la messe tous les dimanches, c'est quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Il a confiance en l'homme, très sincèrement. Je pense que parce que lui n'est pas malhonnête, il ne peut croire un seul instant que l'autre en face l'est. Des moments de recueillement où Jacques Brunet n'oublie pas l'objectif qu'il s'est fixé depuis toujours. Celui de posséder son propre bateau. Pour appareiller et goûter enfin à l'ère du grand large. Il a de l'argent, il a mis de l'argent de côté, ça peut se faire rapidement, il est indépendant, il n'est plus avec son épouse. Il s'imaginait le capitaine au long cours dans ses longues soirées d'hiver ou peut-être même d'été à Bourg-en-Bresse où il était une fois de plus, je le rappelle, tout seul. Mais faire le tour du monde tout seul sur un bateau, c'est pas simple. Il faut dormir, il faut veiller en même temps, la nuit c'est compliqué, il faut quand même une alerte, une veille. Courant 95, il va décider de passer une petite annonce pour essayer de trouver, non pas un skipper, mais une accompagnatrice. On imagine qu'il a dû marquer homme de bonne situation financière, cherche personne pour partager un voyage en bateau, enfin du moins des aventures. Voilà Jacques Brunet bien décidé à changer de vie à l'orée de la cinquantaine. Mais notre bon vétérinaire trouvera-t-il l'âme sœur pour l'accompagner en voyage? Jacques Brunet n'a plus qu'une seule idée en tête. Rencontrer une femme et partir en bateau avec elle. Docteur Brunet, bonjour. Bonsoir, je suis Myriam Maillard. Je vous appelle au sujet de l'annonce que vous avez passée. Bonjour Myriam. Vous avez une très jolie voix. Merci. Une femme, un beau matin, le contacte. Elle explique qu'elle est célibataire, qu'elle est professeure à l'école d'infirmière. Elle se présente comme également passionnée tout de suite par un tour du monde en bateau. Elle a une voix plutôt enjôleuse, une jolie voix avec des rondeurs. Il est déjà un peu séduit par la voix avant même de l'avoir rencontrée. Et il est déjà un petit peu émoustillé. Le lendemain soir, Jacques a donné un rendez-vous dans un restaurant à cette fameuse Myriam. Mais qui peut bien être cette femme à la voix si douce? On peut imaginer que cette rencontre, ça va être la rencontre de l'eau et du feu, quoi. Entre un personnage qui se questionne, mais qui a une vie de célibataire rangée comme ça, et puis une femme ultra sensuelle. C'est une femme pulpeuse. Elle a ce charme méditerranéen, ce regard qui brille, cette peau un peu mate, ces longs cheveux bruns. C'est leur toute première rencontre, et Jacques semble déjà conquis. Elle en impose, elle est posée,
fait très madone, en fait, quelque part. Et lui sort de sa solitude, et là il est propulsé d'un seul coup dans une autre vie, avec des perspectives incroyables. Un coup de foudre instantané pour cette femme tombée du ciel. Et son vieux rêve de bateau qui va peut-être se concrétiser avec elle. Pour Jacques, le miracle pourrait s'appeler Myriam. Mais en la quittant ce soir-là, Jacques ne sait peut-être pas tout de cette quadragénaire qu'il trouve si envoûtante. Nous voici à Villefranche-sur-Saône, à 40 km de là, au lendemain du dîner avec le vétérinaire. Et ce jour-là, une femme ressemblant étrangement à Myriam se promène dans les rues avec sa fille de 17 ans. Son nom, Jamila Belkacem, une mère de famille, mariée depuis plusieurs années à un certain René Maillard, une simple aide-soignante. Alors, Myriam la séduisante célibataire ou Jamila la mère de famille? Qui est-elle vraiment? Et quelques jours plus tard, c'est au bord de la mer que Myriam va s'offrir pour la première fois au vétérinaire. Et là, elle est aussi brillante dans le lit qu'elle ne l'était à table. Elle a des dessous exceptionnels. Enfin, Jacques Brunet n'a jamais vu ça. Une femme qui semble éprise de lui et qui n'a pas peur de le lui montrer. Pour ce scientifique, pour cet homme rangé qui a connu peu de femmes dans son existence, c'est une véritable révélation. Il a expliqué à un de ses amis que, bon, avec elle, c'était le grand jeu, quoi. Pour lui, c'est une nouvelle vie qui commençait avec une nouvelle femme qui était belle, qui était certainement ce qu'il cherchait, parce que, voilà, c'était un peu la folie. Elle a sorti le grand jeu, elle n'a rien oublié, mais ça a fonctionné. Je veux dire, si je puis me permettre l'expression, le poisson est ferré. Myriam Maillard, un rayon de soleil dans le quotidien jusque-là un peu terne de Jacques Brunet. L'infirmière et le vétérinaire, un couple improbable et atypique, qui va ainsi connaître plusieurs mois de complicité partagée. Il est tombé vraiment follement amoureux. Tout l'entourage, ses amis le disent, qu'il était absolument fasciné par cette femme. C'est vrai qu'elle savait y faire hein, avec les hommes. C'est une femme assez vive, assez rayonnante, donc il y a trouvé son compte. Le rêve de l'homme, elle l'incarne. Enfin, elle est la maîtresse idéale. Je pense que n'importe qui peut tomber sous le charme de cette femme. Après quelques mois de folle romance, Myriam va lui montrer un nouveau visage. Celui d'une femme meurtrie par les épreuves de la vie. Comme elle était les œuvres d'une relation illégitime entre son père, architecte richissime au Maroc, et la femme de ménage qui travaillait dans la propriété familiale, elle a été abandonnée. Ensuite, il y a toute cette partie maladie. Elle a eu une très grave opération au cerveau, elle a une plaque en fer derrière la tête. Une histoire si triste qu'elle va évidemment susciter la compassion du vétérinaire. Les gens, effectivement, adhèrent à ses propos parce qu'elle se présente comme quelqu'un de faible, à qui il arrive des choses épouvantables et qu'on ne peut pas laisser comme ça. Donc elle joue sur toute une palette de sentiments, ce côté maternel, rassurant, sensuel, ce côté un peu femme fatale, et puis ce côté femme malade, femme fragile qu'il faut protéger. Alors, victime d'un terrible destin ou manipulatrice hors pair? Qui est-elle vraiment? Et surtout, pourquoi a-t-elle jeté son dévolu sur le docteur Jacques Brunet? Un homme amoureux qui ne sait pas encore dans quel piège redoutable il est peut-être en train de tomber. Curieux personnage en effet que cette Myriam Maillard, qui va révéler un autre aspect de sa personnalité, un aspect pour le moins étrange. Elle lui explique qu'elle a des dons, non pas de voyance, mais des dons paranormaux. Elle a la faculté également de faire disparaître des objets. Il rentre dans son appartement, des choses ont disparu, puis réapparaissent. Il va trouver un jour une colombe dans son appartement. Une colombe blanche dont l'apparition va le plonger dans un état de totale fascination envers sa maîtresse.
Et Jacques n'est pas au bout de ses surprises. Bien au contraire. Ainsi, à l'occasion de leurs moments passés ensemble, Myriam Maillard va faire la démonstration à son compagnon de l'étendue de ses pouvoirs occultes, de ses pouvoirs et même de ses relations privilégiées avec l'au-delà. Il y aura un épisode où Jacques va l'emmener dans une chapelle. Une de ces jolies petites églises de province que le docteur Brunet, en fervent catholique, aimait souvent faire visiter à sa bien-aimée. Là, elle va sortir de la chapelle parce qu'elle ne peut plus tenir, elle est prise d'une espèce de phénomène de transe. Elle va être marquée d'une croix en sang sur son corsage. Bref, l'ésotérisme le plus total. On se trouve dans le paranormal, dans le surnaturel avec elle. Le surnaturel. Jacques Brunet n'en revient pas. Un mystérieux malaise en plein lieu de culte. Une femme sidérante. Avec elle, la vie ne sera plus jamais la même. Lui, quand même un scientifique, c'est un être raisonnable par essence. Eh bien, il adhérait à toutes ces histoires rocambolesques de vaudou, de mauvais sorts. Une mystérieuse colombe et des phénomènes paranormaux. Depuis qu'il est tombé amoureux de Myriam, Jacques Brunet est-il encore complètement dans la réalité? Lui-même ne le sait plus vraiment. Car il ignore une chose, c'est que sa compagne lui administre chaque jour, en cachette, des médicaments. Au fil des semaines, au fil des mois, c'est quelqu'un qui va être diminué. Il montrait des signes de fatigue, il avait plus toute sa tête, on va dire, il était fatigué, il avait du mal à marcher, sans trop d'ailleurs savoir de quoi il souffrait. Il pense peut-être que c'est lié au surmenage, parce que entre sa vie professionnelle qui est intense et puis sa vie sentimentale qui l'est tout autant, il n'était plus habitué à ça et d'un seul coup, le corps donne ce qu'il peut. Infirmière le jour au chevet de Jacques, mère de famille le soir auprès des siens, Myriam va ainsi mener pendant plusieurs mois une véritable double vie. Une vie compliquée, des mensonges de plus en plus lourds à porter. Alors Myriam va faire en sorte que Jacques quitte son petit appartement. Myriam Maillard réussit à faire croire à Jacques Brunet que sa maison est hantée. Il est sujet à des hallucinations, il voit des choses que personne ne voit. Regarde-moi ça. Regarde dans quel état tu es. Il y a des mauvaises ondes dans cet appartement, je le sens. Ta maison est hantée. T'es pas bien ici. Si t'es malade, c'est parce que ta maison, il y a des ondes négatives. Il faut que tu viennes chez moi. Voilà. Sujet à des illusions d'optique, abruti par les médicaments, Jacques Brunet va finir par se laisser convaincre. Il va quitter son petit appartement de Bourg-en-Bresse. Il garde le bail, il continue à payer le loyer, mais il va déménager pour s'installer chez Myriam Maillard. Mais en quittant tous ses repères, le vétérinaire n'imagine pas qu'il va bientôt se trouver au cœur d'une incroyable manipulation mentale. Myriam ramène donc son amant Jacques Brunet chez elle, à Villefranche-sur-Saône. Un endroit où la flamboyante maîtresse reprend aussitôt sa place de mère de famille auprès de sa fille Virginie et de son époux René Maillard. Et pour que l'amant et le mari ne se doutent de rien, elle a tout planifié. Elle cache que René Maillard est son mari, donc elle va parler d'un demi-frère, elle va dire que ses enfants sont ses neveux, enfin voilà. Donc elle va inventer des faux personnages. Et elle va faire croire à son mari que son amant est un client, un malade. L'un est persuadé que c'est le demi-frère et l'autre est persuadé qu'il s'agit d'un malade, et tout va bien. Alors là, clairement, il s'installe dans un ménage à trois, digne des meilleurs vaudevilles. Atteint soi-disant d'un mal incurable, Jacques s'installe à plein temps chez les Maillard, où notre infirmière va s'occuper de son malade,
avec le plus grand dévouement. L'état de santé de Jacques Brunet, à partir du moment où il commence à habiter à Villefranche-sur-Saône, il se dégrade. Mais il se dégrade, je dirais, de manière constante. Elle a quand même eu, c'est vrai, une formation d'infirmière, donc elle s'y connaissait dans les médicaments, dans les doses, dans ce qu'il fallait donner le soir, le matin. Et plus il en ingurgite, plus il est malade, et plus il est malade, plus elle lui donne des médicaments. Ainsi, l'état de santé du vétérinaire va connaître des hauts et des bas, en fonction des dosages prescrits par sa maîtresse. Une femme qui va progressivement imposer sa loi sur ce curieux ménage à trois. C'est clairement elle qui règne sur ce ménage et c'est elle qui en a défini les relations. Cette image matriarcale d'une femme comme ça qui va dominer tout son monde, qui parvient à tirer vraiment les ficelles sans que ça craque. On peut pas le mettre dans son lit, il a envie de dormir là. Il faut qu'il finisse son assiette déjà. Il a l'air complètement sonné, groggy, amorphe, avec difficulté de s'exprimer, fatigué, exténué. Il a même fait des malaises, il perdait conscience. Mais comme elle avait dit qu'il était atteint d'un cancer du cerveau, finalement, ça n'a alerté personne. Son quotidien, c'est le sommeil. Il passe son temps à dormir. Il se lève, il s'assoit pour prendre son petit déjeuner, il s'endort sur la tasse de café. Il déjeune, il s'endort dans son assiette. Il s'assoit dans le canapé pour regarder la télévision, il s'endort. Et la nuit, il dort. Donc en fait, il dort comme les chats 20 heures par jour. 20 heures de sommeil quotidien pour une vie sociale désormais réduite à 0. En arrêt maladie depuis des semaines, Jacques Brunet n'est plus que l'ombre de lui-même. Pourtant, perdu dans ses songes, il n'a pas renoncé à son cher projet. Alors que sa santé est en train de décliner gravement, son rêve, son unique rêve, l'unique rêve de sa vie, le bateau, il ne l'a pas oublié. Dans ses rêves les plus fous, il s'imagine sur son bateau avec Myriam Maillard dans une tenue excitante. Dans ce brouillard-là qui entoure Jacques Brunet à ce moment-là, il y a toujours une lumière, c'est toujours ce grand rêve de retrouver son bateau, de faire le tour du monde et de recommencer une nouvelle vie. Donc ça, c'est toujours présent dans son esprit. Un grand voyage avec une femme qu'il aime. Le docteur Jacques Brunet s'accroche à son rêve, le but ultime de toute son existence. Jacques Brunet parviendra-t-il enfin à réaliser son rêve? Lors de la visite du bateau, le propriétaire sent qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Mais surtout, il voit une femme qui n'a pas l'air vraiment concernée par cette acquisition. Le bon vétérinaire survivra-t-il à cette surdose de médicaments? Il a été probablement intoxiqué dans un premier temps. Il ne s'agit en aucun cas d'un incendie d'origine accidentelle, mais d'origine criminelle. Infirmière dévouée ou empoisonneuse et manipulatrice? Qui est vraiment Myriam, alias Jamila Belkacem? La façon dont elle a liquidé son amant, elle utilise le même mode opératoire pour faire liquider son mari par sa propre fille. Le scénario est plus que diabolique. Deauville, février 99. Alors que sa santé est de plus en plus fragile, le vétérinaire Jacques Brunet a convaincu sa maîtresse, Myriam Maillard, alias Jamila Belkacem, de l'accompagner au bord de la mer. Le couple est venu pour visiter un bateau, peut-être celui sur lequel ils partiront ensemble. Il a trouvé, par une petite annonce, le bateau qui correspondait à ses recherches. Il réalise son rêve, et voilà. C'est l'aboutissement de sa vie, de tous ses projets, de toutes ses aspirations, ce pour quoi il a travaillé. Un bateau d'une valeur de 700 000 francs de l'époque, environ 100 000 euros, soit le montant exact des économies dont dispose Jacques Brunet. Et là, il est devant ce bateau comme un enfant qui, un soir de Noël, au pied du sapin et qui a des yeux comme ça et qui regarde. Il touche son rêve. Pour la première fois, il touche son rêve. Bon, puisqu'il vous plaît, là,
Vous voulez faire l'essai en mer? Oui, j'aimerais beaucoup. C'est possible? Tout à fait. Il faut d'abord le faire. Lors de la visite du bateau, le propriétaire sent qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il voit cet homme un petit peu chancelant, mais surtout il voit une femme qui n'a pas l'air vraiment concernée par cette acquisition. Vous savez, mon rêve, c'est de faire le tour du monde. C'est formidable. Quand quelqu'un vient acheter un bateau à 700 000 francs, avec la femme avec qui va faire le tour du monde, en général, la femme, elle demande comment ça c'est la banquette, la cuisinière, comment ça marche, c'est super, magnifique, on va faire le tour du monde, c'est beau, la cajou. Elle est ailleurs. Elle est complètement ailleurs. Elle s'en fout complètement. Mais lui est tellement embrumé qu'il ne s'en rend même pas compte. Et lui va faire le tour du bateau, visiter l'intérieur, l'extérieur. Et il est totalement séduit par ce bateau. Et donc il s'engage à ce moment-là avec le vendeur en lui disant « Écoutez, on concrétise ça dans les jours qui viennent. » 700 000 francs. Affaire conclue. Pour Jacques Brunet, les économies de toute une vie. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la femme qu'il aime, profitant de son état de faiblesse, a vidé ses comptes en utilisant abusivement des procurations et qu'il ne lui reste plus un centime. Nous sommes au lendemain du voyage à Deauville. Jacques rentre péniblement chez lui au bras de Myriam, qui doit, le soir même, s'absenter quelques jours. Le mari avait dit « Moi, je ne veux pas m'occuper de Jacques Brunet pendant ton absence. C'est un malade qui est trop lourd, je ne veux pas m'en occuper. » Myriam va raccompagner Jacques Brunet à son domicile, à Bourg-en-Bresse, le petit 2 pièces. Il est dans un état lamentable, il ne tient plus debout, les médicaments ont fait leur œuvre ravageuse. Il se couche, ou elle le couche sur un matelas. Ce qui est sûr, c'est que Jacques Brunet reste à Bourg-en-Bresse. Il est seul chez lui. Nous sommes le 19 février, je crois, 1999. À bout de force, Jacques Brunet s'endort sur son matelas. Il ne se réveillera jamais. Une semaine plus tard, Myriam Maillard se présente au domicile du vétérinaire. Pas de réponse. Le 26 février 1999, Myriam Maillard appelle les pompiers. Elle est affolée, elle leur explique qu'elle est très inquiète parce que son ami, Jacques Brunet, ne répond plus au téléphone. Les secours se rendent immédiatement sur place. Donc les sapeurs-pompiers rentrent tout de suite dans le domicile et là ils vont découvrir la scène. Les volets sont clos, en fait la lumière filtre juste derrière les ouvertures des volets. Et très vite ils vont découvrir sur un matelas, même posé le sol, le corps en grande partie calciné de Jacques Brunet. Il y a la bougie à côté, il y a la couverture calcinée, la personne est décédée depuis 24 heures. Allongé, mort dans son petit appartement, le cadavre du vétérinaire. Pour Myriam Maillard, celle qui était devenue la femme de sa vie, une scène insoutenable. Elle s'effondre, elle craque. On a vraiment l'impression qu'elle a un véritable chagrin, qu'elle a perdu un être cher. Quelqu'un qui était sous le choc, donc les pompiers ont essayé de la consoler comme ils pouvaient, les policiers ont essayé de la consoler, voilà. Sous ses airs éplorés, elle va habilement orienter les enquêteurs. Tout de suite, elle va dire c'est un accident, parce que Jacques Brunet et moi-même avions l'habitude de nous éclairer à la bougie. Et l'explication qui sera retenue, c'est qu'il s'est endormi avec une bougie, que la bougie a mis le feu au lit et qu'il a pris feu comme ça. Et qu'il a été probablement intoxiqué dans un premier temps et décédé du fait des émanations toxiques. La thèse de l'accident paraît crédible. Personne ne soupçonne alors cette femme inconsolable, brisée de chagrin par la mort de son amant. D'autant plus que les policiers ne savent pas qu'il y a tout cet argent. Les fameux 700 000 francs qui ont disparu des comptes de la victime. Jusque-là, le plan imaginé par Myriam semble fonctionner comme prévu. Jacques Brunet est sur le point d'être inhumé. Myriam va faire le déplacement pour venir accompagner son amant dans son ultime voyage. Elle va faire une comédie extraordinaire. Elle va se rendre aux obsèques toute de noir vêtue. Elle va voir la famille.
serre dans ses bras l'épouse de M. Brunet, du moins elle lui dit un mot gentil. Des effusions sentimentales qui vont intriguer la famille du défunt, à commencer par Agnès Brunet, l'ex-femme du vétérinaire. Mais pourquoi diable cette Myriam Maillard en fait-elle autant? Surtout qu'un beau matin, Agnès va recevoir des relevés bancaires de la victime. La femme de Jacques Brunet découvre peu après les obsèques de son mari que les comptes bancaires de Jacques Brunet ont été nettoyés, il reste rien. Donc ces centaines de milliers de francs ont disparu, sont volatilisés, donc ça pose question. Au cours de ces derniers mois, où est passé l'argent? Beaucoup de questions, mais aucune réponse. Jusqu'au jour où un événement inattendu va relancer l'affaire. L'appartement était assuré pour l'incendie et la compagnie d'assurance a souhaité en connaître un peu plus sur les circonstances de l'incendie. Il mandate un expert pour aller faire des constatations dans l'appartement. En expertisant l'appartement, il trouve que l'incendie qui a pris autour du lit est beaucoup trop important pour être issu d'une simple chandelle. Lui va se rendre compte que l'incendie n'a pas une cause naturelle du tout et qu'il y a des présences d'hydrocarbures, notamment sur les plinthes, dans différents endroits de l'appartement. Des traces d'hydrocarbures, c'est-à-dire de l'essence. Désormais, plus aucun doute possible sur l'origine du drame. On a pensé à un accident alors qu'on était face à une scène de crime. Notamment, il aurait suffi de soulever le matelas de Jacques Brunet, de s'apercevoir qu'il y avait des piles de boîtes de médicaments et que visiblement, c'était pas normal. Il ne s'agit en aucun cas, d'un incendie d'origine accidentelle, mais d'origine criminelle. Et la famille de Jacques Brunet, donc son épouse, ses enfants, vont se constituer partie civile auprès d'un juge d'instruction de Bourg-en-Bresse. Le parquet va demander à la gendarmerie d'ouvrir une enquête. Ils vont procéder à l'exhumation du corps de Jacques Brunet. Ils vont faire une autopsie. Et là, ils vont découvrir qu'il n'y a pas de trace de suie dans la trachée artère. C'est-à-dire qu'il était mort avant que le feu ne démarre. Une information capitale qui va conduire les enquêteurs vers une autre hypothèse, celle d'un empoisonnement. Qui peut expliquer l'état de santé dégradé de Jacques Brunet, c'est l'analyse des cheveux. Ces analyses montrent qu'effectivement Brunet a été victime d'un empoisonnement au long cours qui a duré du mois voire des années, ce qui explique son état totalement faible, apathique. Le docteur Brunet a donc été drogué à mort. Mais par qui? Immédiatement, les enquêteurs vont s'intéresser à sa maîtresse. Elle est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Une enquête qui s'emballe, puisque les gendarmes vont également identifier l'origine des produits administrés aux vétérinaires. On va prouver qu'elle a établi de fausses ordonnances pour se faire délivrer en pharmacie ces médicaments. Des ordonnances à son nom, d'anxiolytiques, de médicaments qui correspondent tout à fait à ceux que l'on a retrouvés dans le corps de la victime. Et donc les gendarmes considèrent que la plaisanterie a suffisamment duré et donc ils vont mettre un terme aux agissements de Myriam Maillard. Alors, elle n'est pas si rapidement interpellée que ça. Il y a un flou autour de son identité et les gendarmes vont finir par la localiser dans une clinique des environs de Lyon où elle exerce en toute illégalité parce qu'elle n'a pas le diplôme pour être infirmière. Exercice illégal d'une profession de santé, détournement de fonds, abus de faiblesse et peut-être même assassinat. Les enquêteurs ne sont pas encore au bout de leur surprise. Le 7 octobre 1999, Jamila Belkacem est enfin placée en garde à vue par les enquêteurs. Et elle va leur faire forte impression. Ils sentent tout de suite qu'ils ont affaire à un personnage hors norme. Ils ont étudié son parcours, ses discours. Ils sentent tout de suite qu'ils ont face à eux quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Les enquêteurs arrivent à reconstituer le scénario, à trouver le mobile, qui est donc le fait que Brunet voulait récupérer son argent pour acheter son bateau et qu'il allait découvrir d'un jour à l'autre que ses comptes avaient été vidés derrière son dos. Elle nie
C'est-à-dire qu'elle nie toute intention criminelle. Elle dit simplement qu'elle a aidé cet homme. Elle est même scandalisée des accusations qu'on peut porter sur elle. Mais voilà, il existe des indices accablants contre cette femme qui clamera toujours son innocence. Nous sommes le 10 octobre 1999. Djamila Belkacem vient d'être inculpée du meurtre de Jacques Brunet. Elle est incarcérée à Lyon. Mais même en prison, cette détenue pas comme les autres n'a pas fini de faire parler d'elle. Elle est également examinée par les experts psychiatres et psychologues qui là découvrent vraiment une personnalité hors norme, hors du commun. C'est une manipulatrice hors pair, c'est une mythomane exceptionnelle. C'est vrai que menthe religieuse, c'est un terme qu'on utilise un petit peu dans l'imagerie des faits divers. Mais je trouve que c'est assez adapté quand même, hein, cette femelle qui va vampiriser son partenaire et qui va finir par l'éliminer. Cour d'assises de Lyon, 26 février 2003. Voilà 3 ans que Djamila Belkacem est en détention. Condamnée l'année précédente à 20 ans de prison, elle est rejugée en appel pour la mort par empoisonnement de Jacques Brunet. L'audience de la cour d'assises est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Sur le banc des parties civiles, Agnès Brunet, l'ex-femme du défunt, attend ce procès depuis des mois. Garde, faites entrer l'accusé. Accusé, levez-vous. Et veuillez décliner vos noms, état civil et domicile. Belkacem Djamila, épouse Maillard, née le 22 juin 1960 à Douar Beni Oulil, au Maroc. Domiciliée au quartier des femmes, maison d'arrêt de Montluc, à Lyon. C'est une belle brune, tout en noir, méditerranéenne, une madone calme. Elle ne laisse rien paraître, elle ne fait pas part de ses émotions. Vous êtes accusé d'avoir, sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort par empoisonnement et avec préméditation à M. Jacques Brunet, fait réprimé par l'article 221.3 du Code pénal. Un crime passible de la réclusion à perpétuité. Pourtant, l'accusée semble particulièrement sereine. Et pour cause. Elle seule sait qu'un événement inattendu va faire basculer son procès. On a tous les faisceaux, c'est-à-dire les fausses ordonnances qu'elle a faites, c'est elle qui lui donne les médicaments, etc. Mais la preuve formelle comme quoi c'est elle qui lui les donne, on n'a rien. Je n'ai rien à faire dans ce box, Monsieur le Président. J'aimais Jacques et il m'aimait. Nous allions nous marier. Pourquoi l'aurais-je assassiné? Au premier jour d'audience, du côté de la défense, le ton est donné. Mais très vite, un coup de théâtre va venir interrompre ce début de procès. L'huissier rentre dans la salle d'audience, apporte une lettre, un fax, en fait, au président. Et je vois tout de suite à la tête du président, il change de visage. Le président change d'attitude, on voit qu'il y a quelque chose de grave. Et là, il lit la lettre qu'il vient de recevoir. Je voudrais vous donner lecture de ce fax que nous venons de recevoir au greffe, signé de la main de M. René Maillard, le mari de l'accusé. Je vous écris pour vous dire que je ne viendrai pas au procès en tant que témoin, car je suis coupable. Ma femme est innocente, c'est moi qui ai assassiné Jacques Brunet le 23 février 1999 dans la soirée. C'est moi qui ai tout fait, mais je préfère la mort à la justice des hommes. Donc, prenez compte de cette lettre. Signé René Maillard. La cour d'assises est sous le choc. Et si Djamila Belkacem était véritablement innocente? La lecture de cette lettre provoque un véritable coup de tonnerre dans la salle, évidemment. Tout le monde est stupéfait. La séance est interrompue immédiatement. Monsieur l'avocat général, mesdames et messieurs les avocats, je décide de suspendre la séance jusqu'à nouvel ordre. Et je requiers l'usage des forces de l'ordre pour s'enquérir de l'état de santé de monsieur René Maillard. Tout bascule à ce moment-là. Tout bascule. Levée. Là, d'ailleurs, Djamila Belkacem, qui est dans le box, reste de marbre. Elle ne bronche pas, mais elle a compris à ce moment-là que c'était la fin de son calvaire judiciaire. Son mari s'accuse du crime, il n'y a plus aucune charge contre elle. En toute bonne logique, ce soir, elle est dehors.
Le procès est alors suspendu. Le temps de tirer au clair cet incroyable rebondissement. On se rend tout de suite au domicile de René Maillard, à Villefranche-sur-Saône, et on découvre effectivement un homme inanimé. Impossible de l'entendre, il est dans un coma profond. À ce stade-là, on ne sait rien d'autre, on ne sait pas s'il va encore vivre ou s'il va mourir, et encore moins s'il est vraiment l'auteur de cette lettre ou pas. Il finit quand même par sortir du coma 48 heures plus tard. Donc on l'interroge et là, il semble tomber des nues. Il ne comprend pas, il dit « Mais attendez, non seulement je vous ai jamais écrit de lettre, mais je suis pour rien dans la mort de Jacques Brunet, quoi. » J'ai jamais tenté de me suicider. Jamais. Jamais de la vie. Non, je n'ai jamais écrit cette lettre. Et non, je n'ai jamais tué le vétérinaire. Mais comment le mari de Djamila a-t-il pu sombrer aussi brutalement dans le coma, au point d'avoir frôlé la mort? Et René Maillard va expliquer que ce soir-là, il a dîné avec sa fille, qui est âgée de 17 ans à l'époque, qu'elle avait préparé des desserts, des flans au chocolat individuels. Il en a très peu mangé parce qu'il a trouvé que ce flan avait un goût particulier, il ne l'a pas aimé, donc il l'a laissé. Et qu'après, il ne se souvient plus de rien. Il est parti se coucher, et à partir de là, c'est le trou noir. Un violent malaise, puis un coma profond qui pourrait avoir été provoqué par une intoxication médicamenteuse massive. Grâce aux prises de sang, on découvre qu'il a une dose très importante de doxépine dans le sang, qui est un antidépresseur puissant. Tout ça sent pas bon. On va découvrir qu'il a consommé un flan au chocolat, agrémenté d'un certain nombre de produits médicamenteux qui, à forte dose, entraînent le décès. Et comme il ne l'a pas consommé intégralement, ça l'a seulement plongé dans le coma. Ce soir-là, René Maillard n'a pris que 2 cuillerées de son flan au chocolat. S'il avait mangé l'intégralité du flan, la part qui lui était réservée, il serait mort. Une préparation au dosage mortel, bourrée de médicaments, qui n'avait donc pour but que d'assassiner René Maillard. Très vite, les enquêteurs vont essayer de savoir qui était présent à ce repas. Et il y a la fille de 17 ans. Alors aussi aberrant que ça puisse paraître, d'imaginer qu'une fille ait pu empoisonner son père, force est de constater qu'il n'y a pas de 36 solutions. On entend la fille, puisque c'est elle qui a fait le flan au chocolat. Je vous écoute, mademoiselle. 13 mai 2003, gendarmerie de Bourg-en-Bresse. Virginie Maillard est en garde à vue dans l'enquête sur l'intoxication de son père. Et dans un premier temps, l'adolescente va déclarer aux enquêteurs ne rien savoir. Donc la fille est interrogée de façon plus approfondie. Et bon, ça reste une adolescente, une jeune fille, donc elle ne tient pas très longtemps sa version. La jeune fille va reconnaître avoir voulu empoisonner son père. La fille, petit à petit, va dire, ben voilà, c'est moi qui ai empoisonné mon père en mettant des cachets pilés que j'ai mis à la fin dans son flan au chocolat pour le tuer. C'est ça qui est pire. Je voulais pas qu'il meure. Vous voulez pas qu'il meure, mais vous l'avez empoisonné. Mais vous vous foutez de moi ou quoi? Évidemment, les enquêteurs veulent aller plus loin, veulent essayer de savoir s'il y a un commanditaire. On pensait que dans cette affaire, on était arrivé quand même au bout de nos surprises, et pas du tout. On va découvrir encore une dimension criminelle supplémentaire, et on va découvrir que l'empoisonnement du mari a été fomenté de longue date et qu'il a été visiblement téléguidé. Elle raconte également que c'est la mère qui a échafaudé depuis sa cellule ce scénario, ce deuxième scénario macabre. Finalement, Virginie va passer des aveux complets et porter des accusations gravissimes contre sa mère. Djamila Belkacem est alors extraite de sa cellule pour être interrogée à son tour. Et pendant sa garde à vue, la mère va d'abord tout réfuter en bloc. J'ai rien à vous dire. J'ai rien à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais comment voulez-vous que je fasse? Je suis dans ma cellule! Pourtant, si les gendarmes chargés de l'enquête sont perplexes, c'est que les soupçons s'accumulent sur cette mère de famille déjà accusée de meurtre et sur la nature de ses relations avec sa fille de 17 ans. C'est une histoire entre la mère et la fille, c'est une histoire d'amour, une histoire de fusion. La fille n'existait qu'à travers le regard de la mère.
Ça lui permettait de se rendre indispensable auprès de sa fille, qui n'existait qu'au travers d'elle et que par elle. Cette adolescente vit sous l'emprise totale de sa mère et elle va être manipulée comme une marionnette. Elles sont toutes les deux très proches, donc il n'y a jamais eu de lien rompu entre la mère et la fille. Elle est toujours venue régulièrement au parloir et elle adore sa mère et je crois que c'est réciproque. Mais que s'est-il passé pendant les visites au parloir? Ces visites où Virginie venait accompagnée par Siam Maziz, l'une des amies de sa mère. Siam, une jeune femme un peu paumée, elle aussi subjuguée par Jamila Belkacem. Et grâce à Siam, la détenue va trouver un moyen d'étendre son influence hors de la prison. C'est au parloir de la maison d'arrêt que tout s'est joué. C'est au parloir que le travail de sape a commencé. C'est-à-dire que Jamila Belkacem, lorsqu'elle voyait sa fille, lui disait en gros qu'elle était innocente et que le coupable, c'était son père. Est-ce que ce serait pas ton père qui aurait fait ça? Tu entends, ton père? C'est à cause de lui que je serais là. Elle avait fait croire à sa fille que c'est son propre père qui avait tué l'amant. Elle a fini par se laisser convaincre, à se laisser manipuler. À l'occasion d'autres parloirs, Virginie va peu à peu se ranger aux arguments déployés par sa mère. Et celle-ci va même lui fournir discrètement des médicaments qui lui étaient prescrits pendant sa détention. Elle a accumulé toutes ces petites gélules qu'elle a remises à sa fille avec instruction de préparer ce flan et de le faire consommer à son père. Empoisonner son propre père pour qu'il s'accuse du meurtre de Jacques et maquiller sa mort en suicide. Un projet machiavélique. Pourtant, plusieurs fois la jeune fille va renoncer au tout dernier moment. Fais ça pour ta mère. Mais à chaque fois, Siam, l'amie de Jamila, va lui rappeler sa promesse faite au parloir. Pense à ta mère, tout ce qu'elle a fait pour toi. Tu peux pas la laisser comme ça derrière les barreaux. C'est ta mère quand même. Cette jeune fille freine des quatre fers et à chaque fois, elle trouve toujours un moyen, une échappatoire pour ne pas mettre à exécution le plan de la mère. Il y a donc Siam Maziz qui lui dit si, il faut le faire, pense à ta mère, etc. Mais j'ai pas envie de faire ça, c'est mon père. Et ton père a mis ta mère en prison. Elle a besoin de toi. Tu peux y arriver. Ainsi, sous la pression conjointe de sa mère et de son ami, Virginie va tenter d'empoisonner son père à 7 reprises, sans jamais parvenir à ses fins. Les semaines passent et toujours rien. Mais la date du procès arrive à grands pas. Depuis sa prison, Jamila sait qu'elle risque la peine maximale. Il faut donc agir et vite. Le procès est dans quelques jours. Maison d'arrêt de Lyon, février 2003. C'est la dernière visite en prison avant les assises. Elle a peur à chaque fois qu'elle va voir sa mère, parce qu'il y a quand même une crainte vis-à-vis de sa mère. Il faut les rendre compte. Aussi avec Siam Maziz, qui fait lieutenant, il faut aller rendre compte à la mère que ça a raté. Et plus la date approche, et plus Jamila Belkacem a elle aussi la pression qui monte. Ça fait combien de temps que je te demande ça? Ça fait des semaines qu'on en parle. Maintenant, il faut que tu passes à l'action. Lors du dernier parloir, Jamila Belkacem donne à sa fille les produits, avec pour instruction de faire des flans individuels, donc un spécial pour le père, dans lequel il faudra bien mettre la dose pour être sûr que cette fois, il n'en réchappe pas. À la sortie de la prison, la jeune fille sait qu'elle n'a plus d'autre choix que de passer à l'action. Faut que tu le fasses. C'est maintenant ou jamais. Tu veux que je reste là combien de temps encore? J'en ai pour 20 ans, t'entends? Le soir même, René Maillard sera donc empoisonné à dose massive par sa propre fille. Un crime dont les ingrédients resteront gravés dans les annales judiciaires. C'est un scénario qui dépasse l'imagination, même pour ceux qui sont habitués aux affaires criminelles, qui savent que l'imagination est sans borne dans ce domaine-là, dans ce registre-là. Qu'une mère puisse manipuler sa fille afin d'éliminer son mari et pour s'innocenter, c'est un scénario qu'on n'a jamais vu. Ce soir-là, René Maillard n'a pris que 2 cuillerées de son flan au chocolat.
S'il avait mangé l'intégralité du flanc, il serait mort. Et là, elle avait commis le crime parfait. Un plan diabolique pour un crime presque parfait. Des médicaments sortis clandestinement de prison, puis une fausse lettre signée René Maillard, envoyée au tribunal. Confrontée à ces terribles accusations, Djamila va enfin passer aux aveux. Je vous ai dit que c'était moi maintenant, alors je voudrais savoir où est ma fille. Mais ce que Djamila ignore à ce moment-là, c'est que sa fille et son amie viennent à leur tour d'être placées en détention provisoire. Alors qu'elle n'a que 17 ans et qu'elle est toujours scolarisée, Virginie Maillard est envoyée en prison pour tentative d'assassinat sur son père et Siam Maziz pour complicité d'empoisonnement. Peine encourue, la réclusion à perpétuité. Automne 2003. Alors qu'elle a été mise en examen pour avoir orchestré l'empoisonnement de son mari en manipulant sa fille de 17 ans, Djamila Belkacem, alias Myriam Maillard, reste en attente de jugement dans l'affaire du meurtre de son amant, Jacques Brunet. La façon dont elle a liquidé son amant, elle utilise le même mode opératoire pour faire liquider son mari par sa propre fille. C'est, je crois, au-delà de l'expression diabolique. Le scénario est plus que diabolique. Cour d'appel de Lyon, décembre 2003. Reprise du procès de Djamila Belkacem, jugée en appel pour l'assassinat de Jacques Brunet. Nous sommes 8 mois après le coup de théâtre du premier jour d'audience. La fille de l'accusé a été extraite de la prison des mineurs pour venir raconter la vie quotidienne avec ce vétérinaire si malade, hébergé au domicile familial. Mais surtout ce jour-là, c'est la première fois que l'adolescente se retrouve devant sa mère. La première fois depuis leur dernière rencontre au parloir. La mère avait demandé à pouvoir parler à sa fille après qu'elle se soit exprimée devant la cour d'assises. Le président, qui était un homme extrêmement humain, a demandé à cette jeune fille « Votre maman souhaite vous parler ». Mademoiselle Maillard, souhaitez-vous que je suspende cette audience pour que vous puissiez vous entretenir quelques instants privés avec votre mère? Sa mère têtait désespérément le regard de sa fille pour avoir un pardon, enfin un sourire, quelque chose qui les reliait à nouveau, alors qu'on sentait de la part de la fille une froideur totale. Non. Non, Monsieur le Président. Non, je ne préfère pas. Et ça a été un déchirement, ça a jeté un froid, c'était un moment douloureux pour tout le monde. C'était très dur, très émouvant, et Djamila s'est effondrée à ce moment-là. Elle a compris qu'elle avait perdu ce qu'elle avait de plus cher au monde. C'est vraiment une part d'humanité qui apparaît au grand jour à ce moment-là, quoi. Se rend compte peut-être de tous les dégâts qu'elle a pu commettre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fort à ce moment-là. Accusé, levez-vous. Le soir même, le verdict tombe. Il est sans appel. Madame Belkacem Djamila, épouse Maillard, après en avoir délibéré, la Cour vous reconnaît coupable du crime d'assassinat par empoisonnement sur la personne de Monsieur Jacques Brunet et vous condamne en conséquence à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. La séance est levée. 30 années de prison. La peine est lourde. Mais Djamila Belkacem n'en a pas pour autant fini avec la justice. Nous voilà 3 ans plus tard, devant ce même tribunal, qui doit examiner cette fois l'affaire de l'empoisonnement du mari. En raison de son jeune âge, Virginie a été remise en liberté dans l'attente de son procès. Depuis l'empoisonnement, c'est la toute première fois qu'elle revoit son père. De toute façon, je ne sais pas comment on vit avec ça. Comment on vit quand à 17 ans, on a tenté de tuer son père et qu'on a son père en face de soi, toujours vivant. À nouveau dans le box des accusés, Djamila comparaît détenue aux côtés de sa complice, Siam Maziz. Un procès tenu à huis clos, où René Maillard va livrer à la barre un témoignage surprenant. Puis alors il y a eu ce fameux dîner avec l'épisode du flan au chocolat.
Et donc la tentative d'empoisonnement, je me suis senti mal très vite, et c'est pour ça que je n'ai pas fini ce flanc. J'étais dans le cirage pendant 2 jours. Et c'est un empoisonnement qui était piloté par qui vous savez. Et donc j'ai appris évidemment que c'était ma fille qui avait fait ça. Mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à entendre cette vérité. Depuis, je crois que je peux dire que je lui ai pardonné. Je pense que René Maillard a eu l'intelligence de comprendre qui était véritablement sa femme. Il a compris qu'elle était capable de manipuler son enfant, mais cet homme, semble-t-il, dans une intelligence et une humanité, a reconstruit une relation avec sa fille. Le soir même, lors du verdict, la sentence est lourde. Djamila Belkacem, réclusion criminelle à perpétuité. Siam Maziz, 12 ans de détention. Virginie Maillard, 5 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre sur ascendant. Mais sitôt le verdict rendu, la jeune fille est arrachée au bras de son père et reconduite en prison pour y purger le restant de sa peine. S'il vous plaît. Elle y passera encore 1 année supplémentaire avant de retrouver complètement sa liberté. Virginie Maillard a depuis quitté la région lyonnaise et n'a jamais repris contact avec sa mère. Sa mère, Djamila Belkacem, alias Myriam Maillard, femme fatale et mère au foyer, empoisonneuse et diabolique. Devenue la femme la plus lourdement condamnée aujourd'hui en France, une criminelle qui ne sera pas libérable avant 2030. « 4 septembre 1994, la tuerie de Torigné-sur-Dué bouleverse la France. Le père, la mère, 2 enfants d'une même famille, âgés de 10 et 6 ans, sont retrouvés sauvagement assassinés dans la Sarthe. Seul un bébé a survécu. Mais qui a donc voulu tuer Christian Leprince? Alors les soupçons se concentrent immédiatement sur Dany Leprince, le frère de la victime. Les 2 hommes sont voisins. Et qu'est-ce qui peut expliquer un tel massacre réalisé avec une feuille de boucher? Vous savez, c'est un ustensile habituellement utilisé pour trancher la viande. Selon les gendarmes, c'est une jalousie familiale qui est à l'origine de cette tragédie. Après avoir avoué, mais sans livrer de détails, Dany Leprince se rétracte. Il est pourtant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en décembre 1997. En prison, le détenu hurle son innocence. Et en octobre dernier, il est remis en liberté conditionnelle. Mais des années plus tard, l'affaire reste pourtant une énigme. Dans la Sarthe, Christian Leprince, sa femme et 2 de leurs filles sont sauvagement assassinés. On voyait pas la couleur du carrelage, c'était du sang partout. Puis voir 1 corps, 2 corps, 3 corps, on ressort quoi. Dany Leprince, le frère de Christian, passe aux aveux. Il leur fallait un coupable et puis ça a tombé sur lui. Une femme se bat pour que son innocence soit reconnue. Je suis convaincue de son innocence depuis tout ce que j'ai vu à la télévision et nos rencontres n'ont fait que confirmer tout ça. Malgré les zones d'ombre du dossier, Dany Leprince a été condamné. On a retourné le dossier un peu dans tous les sens. Il n'y avait rien qui l'accusait, il n'y a pas d'ADN, il n'y a aucune trace de lui. Il y a des horaires qui ne correspondent pas. Des rebondissements judiciaires. On lui refuse l'explication, on lui refuse la justice. Je suis profondément choqué. Cet homme s'appelle Dany Leprince. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité il y a 15 ans pour le quadruple meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de 2 de ses nièces. Ce 19 octobre 2012, il vient d'être libéré pour la 2e fois. C'est à Marmande qu'il retrouve Béatrice, la femme qui se bat à ses côtés pour que son innocence soit reconnue. C'est super.
Ça fait plus d'1 an de procédure pour arriver à obtenir une libération. C'est vraiment une grande joie. C'est à Torigné-sur-Dué, un village de la Sarthe habituellement paisible, de 1600 âmes, que cette tragédie a commencé. La région est tranquille, la vie est douce et tout le monde se connaît. Mais au matin du 5 septembre 1994, le village plonge dans l'horreur. Christian Le Prince, le frère de Dany, ne se présente pas à son travail. Il est patron d'une carrosserie. Un de ses employés s'inquiète et se rend à son domicile. Lorsqu'il pousse la porte entrouverte de la maison, il a une vision d'épouvante. Il découvre un véritable carnage. Il alerte les secours. À 9 h, les sirènes des gendarmes et des pompiers retentissent dans les rues de Torigné-sur-Dué. Dans la maison de Christian Le Prince, c'est l'horreur. Régis Boutier est le premier pompier arrivé sur les lieux. Malgré les années, il reste bouleversé par ce qu'il a vu. On est rentré dans la maison quoi, pour aller voir ce qu'il y avait exactement. Déjà, on ne voyait pas la couleur du carrelage, c'était du sang partout. Puis voir un corps, 2 corps, 3 corps, on ressort quoi. On ressort pour reprendre ses esprits parce qu'on se demande de ce qui s'est passé quoi. Régis Boutier connaissait la famille Le Prince. Et la violence des coups portés lui semble encore insupportable. C'est un acharnement qu'il y a eu sur ces gens-là quoi. On s'est acharné, c'est pas un coup mortel, on s'est acharné sur ces gens-là. Ils étaient défigurés, complètement ouverts d'un bout à l'autre. Même Christian était méconnaissable, quoi. Quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir. Là, il fallait savoir que c'était Christian. Hein. Il fallait vraiment... On le reconnaissait pas, quoi. Christian, sa femme Brigitte et 2 de leurs filles gisent dans un bain de sang. La famille a été massacrée, dépecée avec une feuille de boucher, un énorme hachoir et aussi 2 couteaux. Le sol, les murs et le plafond sont couverts de sang. Curieusement, Solène, la plus jeune enfant âgée de 2 ans, a échappé au massacre. On la retrouve dans son lit, propre et changé. C'est la première énigme de cette terrifiante barbarie. En évidence, sur le bureau de Christian, les gendarmes découvrent une vieille reconnaissance de dette de 10 000 francs, 1 500 €. Un prêt que Christian avait accordé à son frère Dany en 1986. Coïncidence tragique, ce 4 septembre est la date anniversaire du mariage de Christian et de Brigitte. Les parents de Christian et Dany, Robert et René, sa femme, encore en vie à l'époque, reçoivent un coup de téléphone de leur petite fille, Célia, la fille aînée de Dany. Célia téléphone à ta grand-mère en lui disant « Mamie, il faut que tu viennes tout de suite, il s'est passé quelque chose, c'est Christian. » Comme la femme n'était pas loin de leur maison, elle est descendue même à pied. Elle a vu plein de gendarmes, des pompiers, voilà. Et puis elle est venue me rejoindre dans le champ où je travaillais. Et elle me dit, il faut que tu viennes tout de suite. Il est arrivé un grand malheur chez Christian. Et quand j'ai descendu à travers le champ, ma femme est venue me chercher. J'ai voulu aller voir dans la maison. Ils m'ont dit, monsieur Le Prince, n'entrez pas à la maison. Alors. Christian a été assassiné à l'extérieur, à l'entrée du jardin de Dany. Les 2 frères habitent à 20 mètres l'un de l'autre. Le corps de Christian a ensuite été traîné jusque dans sa maison. Il gît dans l'entrée, les jambes jetées sur le corps de sa fille, Sandra, 6 ans. Brigitte, elle, s'est défendue avec un tisonnier avant de succomber. Elle gît dans la cuisine. Elle était en train d'avaler un yaourt que l'on découvre renversé par terre. La petite Audrey, 10 ans, a été tuée dans la salle de bain et traînée dans la chambre de ses parents tout le long du couloir. Les petites filles étaient en train de se déshabiller avant d'aller au lit. Les enquêteurs situent l'heure des crimes entre 21 h 30 et 23 h.
Gérard Aymonnet, le cousin de Dany et de Christian le Prince, découvre lui aussi le massacre le matin du 5 septembre. Là, c'est la maison à Christian, et là, derrière, c'est la maison de Dany. Moi, quand je l'ai appris, on m'avait dit il y a un malheur chez le prince. Je pensais que c'était à la carrosserie. Et non, après, on a dit non, c'est à la maison, il y a eu un massacre. Et c'est là que j'ai su ça, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez d'être là devant ça? Ben moi, ça me fait beaucoup mal, c'est tout, quoi. Parce qu'avoir connu tous ces gens et puis avoir su comment ils ont été massacrés, ça me fait mal, quoi. Vous avez pu re-rentrer dans la maison après? Ah non, j'ai jamais pu re-rentrer. Je suis venu qu'une seule fois dans la maison à Christian et je n'ai pas pu rentrer. Pourquoi? Plein d'images, avoir connu ces gens vivants et puis après avoir vu tout ce qui a été fait là-dedans, le gâchis qu'il y a eu. Parce que vraiment, ça devait être affreux. La violence du massacre? Ah ouais. Parce que pour tuer des personnes comme ça, faut vraiment... faut être dans un état second, pour moi. Faut être complètement à côté de la plaque, quoi. La violence du drame choque les proches, mais aussi la France entière. L'affaire fait la une des journaux. Tout le monde veut savoir qui a commis un massacre si horrible. Commence alors l'une des enquêtes criminelles les plus incroyables de ces dernières années. Les gendarmes du Mans sont chargés de confondre le coupable. La pression est forte, la hiérarchie est fébrile. Il faut conclure l'affaire au plus vite. Les maisons des deux frères sont proches l'une de l'autre. Les enquêteurs veulent savoir si Dany, sa femme, Martine et leurs 3 filles ont remarqué quelque chose de suspect. Mais tous affirment n'avoir rien vu ni entendu. Cette réponse intrigue les gendarmes. Vu la proximité des maisons, ils sont persuadés que Dany et sa famille ont forcément été témoins du massacre. L'attention se focalise alors sur le clan Le Prince. 3 jours après le drame, le 7 septembre, toute la famille Le Prince, sans exception, est placée en garde à vue. Qu'est-ce qui t'a emmené en garde à vue ce soir-là? Tout le monde. Ils sont partis, Martine, René, Robert, Alain, Dany. Dany Le Prince est le seul à sortir menotté de la maison. Quand on a vu Dany partir avec les menottes. Alors là... Ça nous a... La garde à vue sera musclée. Les enquêteurs veulent un coupable à tout prix. Rien ne sera épargné à la famille qui va vivre 48 heures d'un véritable enfer. Robert Le Prince, le patriarche, en est resté traumatisé. On m'a giflé parce que je voulais pas dire que c'était Dany. Bah, j'ai dit non. Il ne me dirait pas que c'est Dany. Puis au bout d'un moment, j'ai lâché. J'ai dit, puisque vous dites que c'est Dany, dites que c'est Dany. Voilà. Et quand je pense que ma pauvre femme, ils l'ont fait déshabiller pour aller voir si elle n'avait pas un arme sur elle, voilà, on est compte. Ils ont fait mettre les mains dans ce pourquoi, dans du jus rouge, puis ils ont dit, ça c'est le sang de vos petites filles. Quelle horreur. Que vous avez sur les mains. Moi ça me fait peur ça, quand je pense à ça. Ah. Les gendarmes entendront d'autres témoins. Jean-Luc Jobidon est un vieil ami de Dany. Il travaille avec lui à la boucherie industrielle. Il se souvient, lui aussi, de son interrogatoire. Ils avaient tendance à orienter les questions et surtout à écrire les réponses de ma part en les orientant sur la culpabilité de Dany. Sans arrêt. À chaque fois que j'ai voulu plus ou moins parler de Martine, on m'a fait comprendre que c'était un sujet qu'il fallait pas, ça servait à rien. Le sujet, c'était pas Martine, c'était Dany. À la 40e heure de garde à vue, coup de théâtre. Martine et sa fille, Célia, accusent Dany d'avoir commis les 4 meurtres. À la 46e heure, épuisé, Dany craque. Il avoue le meurtre de son frère, mais il nie les 3 autres crimes. Est-ce qu'il a avoué? Il y a des éléments dans le dossier, il y a effectivement des aveux, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments
qui permettent de conforter les déclarations qu'il a faites. Les aveux sont là, les gendarmes tiennent le coupable. Les autres membres de la famille Le Prince sont renvoyés chez eux. Alain, le frère cadet de Christian et Dany, sort anéanti de sa garde à vue. Je vous en supplie, on a assez, on est une famille déchirée alors. Non, je veux pas en rajouter, j'ai aucun commentaire. Une famille déchirée? C'est aussi la conviction des enquêteurs. Christian Le Prince a réussi sa vie. Il a créé sa propre carrosserie. Avec sa femme Brigitte, il affiche un train de vie confortable. Brigitte et Christian avaient fait des travaux d'amélioration dans leur maison, même si au départ ils avaient construit un peu les mêmes maisons. Il y en a une qui a évolué plus vite que l'autre. Est-ce qu'il y a eu une jalousie? Je ne sais pas. Dany était-il jaloux de son frère? Une chose est sûre, ses fins de mois sont difficiles. Ouvrier agricole le jour, pour augmenter les revenus du ménage, il travaille le soir dans la boucherie industrielle de la région. La reconnaissance de dettes que les enquêteurs retrouvent sur les lieux du crime conforte leurs soupçons. Pour eux, le mobile du crime est clair. Dany est jaloux de son frère, il lui doit de l'argent. Ils tiennent le coupable. Au bout d'un moment, il leur fallait un coupable et puis ça a tombé sur lui, quoi. Il a avoué sous la contrainte. Sous la contrainte, et puis terminé, allez, en voiture. Le procureur, la juge Brunetière, il avait trouvé le pigeon idéal. Et après, ça a été l'engrenage. Et voilà. Comme dit Maître Pelletier, l'avocat, le premier qu'il avait, il a été condamné avant d'être jugé. Dans la nuit, Dany est mis en examen pour meurtre. Il est écroué. 3 ans après le drame, le 11 décembre 1997, le procès s'ouvre devant la cour d'assises du Mans. Dans son box, celui que les journalistes ont surnommé le boucher de la Sarthe se défend mal. Il subit son procès et les accusations. Mais il ne cesse de clamer son innocence. Aucune preuve matérielle n'accuse Dany Le Prince. Mais ses aveux, les accusations accablantes de sa femme et de sa fille, font basculer les jurés. Après 3h30 de délibéré, le jugement tombe. Dany Le Prince est reconnu coupable du quadruple meurtre. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Mais Dany ne cessera plus de crier son innocence. Même Dany nous disait, papa, maman, vous pouvez marcher la tête haute. Nous, on a toujours cru dans son innocence. Et nous, on n'a jamais cru que c'était lui qui avait fait ça. Dany Le Prince vient d'être condamné à la perpétuité. Mais ses proches ne croient pas qu'il puisse être coupable du quadruple meurtre de Torigné-sur-Dué. Nouveau rebondissement quelques jours après le jugement. Une femme, chirurgien dentiste au Mans, Madame Rouxel, reçoit l'appel d'un homme qui croit avoir composé le numéro de la gendarmerie. Mon numéro de téléphone du cabinet était à un chiffre près identique à celui de la gendarmerie. Et il m'arrivait très souvent d'avoir des communications téléphoniques qui étaient théoriquement destinées à la gendarmerie. L'homme insiste pour parler. Il livre alors un récit dans lequel il confesse avoir été témoin du drame de Torigné-sur-Dué. Il faut à tout prix que je dise quelque chose. Vous savez, l'affaire Le Prince, Dany Le Prince, il est en prison, c'est pas lui qui a tué. Cette personne m'a raconté que le soir du meurtre, il était en train de monter des câbles électriques dans le grenier. Et donc, il avait entendu dans un premier temps des cris d'horreur. Lorsque les cris ont cessé, il m'a dit qu'il était descendu par l'escalier escamotable, qu'il avait trouvé la petite fille qu'il nommait la puce, qui était toute seule et qui était cachée sous le lit. Il l'a montée dans le grenier et il l'a gardée toute la nuit contre lui. Il affirme avoir entendu une violente dispute entre Martine et Brigitte pour une question d'argent. Puis il aurait vu Martine revenir, accompagnée de plusieurs hommes, à l'heure du carnage. Alors moi, il m'a parlé de Lamartine.
et qu'elle était avec plusieurs hommes, mais il a quand même reconnu des voix et il a pu identifier la personne. Donc il la cite nommément comme étant responsable de la tuerie. Caché dans le grenier, il attend le départ des gendarmes, s'enfuit par le Vélux et descend par la gouttière. Mais devant les enquêteurs, l'homme se rétracte. Il dit avoir tout inventé après avoir lu les journaux. Son témoignage est controversé. Malgré des éléments troublants, les horaires qu'il donne ne correspondent pas. Alors, ce témoin était-il réellement dans le grenier au moment des faits? C'est un autre mystère du dossier Le Prince. Un autre doute qui ne profitera pas à Dany. Il reste donc incarcéré. Mais en 2000, un événement redonne espoir à la famille Le Prince. La loi évolue. Les personnes condamnées aux assises peuvent désormais faire appel de leur condamnation. Renée Le Prince, la mère de Dany, crée un comité de soutien pour tenter d'obtenir la révision du procès de son fils. Elle fait appel à Roland Ingré. Il reprend le dossier dans son intégralité et pointe les incohérences de l'enquête. Pour obtenir la révision du procès, il veut d'abord s'appuyer sur les médias. Une tâche qui s'annonce difficile. Comment arriver à persuader la presse que Dany Le Prince, le boucher de la Sarthe, qui a pris perpète et 22 ans de sûreté parce qu'il a massacré sa famille, est peut-être innocent? Vous qui êtes journaliste, quelle est votre réaction là? Mais tout le monde freine des cas de fer. Donc il a fallu aller sur le terrain, ramener des éléments concrets, les donner à la presse, les expliquer, les donner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'ai même été obligé de tenir une conférence de presse à poil quand même. Et à mon âge, c'était peut-être pas bien raisonnable, mais pour soutenir Dany, évidemment que je l'ai fait. C'est donc dans le plus simple appareil que Roland Ingré donne une conférence de presse, par solidarité avec Dany Le Prince, qui a décidé de vivre nu dans sa cellule pendant 8 mois pour affirmer son innocence. Ce geste symbolique a marqué les esprits. Roland Ingré va alerter l'opinion et les magistrats sur les aberrations de l'enquête. Qui a massacré sauvagement une famille sans histoire à Torigné-sur-Dué? Dany Le Prince est-il le vrai coupable? Il dit, tu sais, quand je suis arrivée à la maison le soir, il régnait une ambiance de mort. Dany Le Prince clame son innocence. Y a-t-il d'autres pistes? Pourquoi un couple et 2 de leurs petites filles ont-ils été massacrés chez eux dans la Sarthe? Vengeance familiale ou crime de rôdeur? Dany Le Prince est en garde à vue. Écoutez, les enquêteurs n'ont pas approfondi, non, je veux dire qu'ils n'ont rien fait. C'était facile d'aller sur le terrain, de tout reprendre à zéro, en fait, c'est ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas eu d'enquête. Dany donne toujours la même version aux enquêteurs. Il a bu l'apéritif chez les amis, après les avoir aidés à déplacer une cuisinière. Vers 21h30, il les quitte, car il ne lui reste que 4 heures de sommeil. Quand il arrive chez lui, son repas l'attend sur la table. Martine, sa femme, dans la salle à manger, regarde la télévision et ne dit pas un mot. Elle ne se serait même pas retournée. Il dit, tu sais, quand je suis arrivée à la maison le soir, il régnait une ambiance de mort. Personne ne parlait, c'était le calme plat. Tout le monde regardait la télé. Donc, il y avait déjà quelque chose de bizarre avant. Dany prend une douche et se couche. À 2h30, il se lève et part à la boucherie industrielle où il travaille. Il retrouve ses collègues qui ne remarquent rien d'étrange dans son comportement. Des personnes qui travaillaient avec lui, toutes disaient que ce lundi-là, il était comme tous les lundis matins où il avait dormi 3 ou 4 heures. C'est-à-dire que fatigué, mais pas déglingué, à ne pas avoir dormi de la nuit. Il avait un comportement quasi normal, quoi. Au départ, Martine confirme les dires de son mari. Mais à la 40e heure de garde à vue, coup de théâtre. Elle accuse Dany d'avoir commis les crimes. Martine, qui a déjà donné avec sa fille une ou 2 versions qui innocentaient totalement Dany, brusquement, elles vont basculer. Martine
qui a fait des cauchemars, qui a crié « arrête, arrête » en dormant, alors que apparemment elle se souvient de rien quand elle se réveille. Enfin, c'est assez... Là, elle va dire « ben oui, effectivement, Danny rentre, il se met en bout de table, il mange et il sort ». J'attends 3 minutes, elle en reste toujours à ces 3 minutes que je prends en référence de l'accusation. L'accusation s'en est tenue à ça. Hein. Je sors avec le relief du repas, les chiens sont dans le garage et ne jappent pas. Et elle voit Danny en train de frapper son frère. Elle le passe à côté de lui, elle crie « arrête, arrête » et elle va dans la maison prévenir Brigitte. Ils sont déjà tous morts. Malgré sa macabre découverte, Martine serait retournée tranquillement chez elle pour regarder la télévision, avant d'aller se coucher près de l'homme qui venait, selon elle, de massacrer 4 personnes. Célia, 14 ans, la fille aînée du couple, accuse elle aussi son père. Que dit Célia? Elle dit « J'ai ouvert la porte de la salle à manger, j'ai vu Danny frapper mon oncle, et j'entendais dans la maison d'en face des bruits de meubles et des hurlements, ça devait être mes petites cousines, très certainement. » Et Célia, comme sa mère, serait rentrée tranquillement chez elle pour aller se coucher. Ni l'une ni l'autre n'appelleront les secours. Mais ce n'est pas la seule incohérence. Selon la version de Martine, Danny aurait tué les 4 personnes en 3 minutes. On prend les 3 minutes que dit Martine, il se lève de table, il sort. 3 minutes, elle sort. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vois Danny en train de frapper son frère. Je passe à côté de lui, je crie « arrête, arrête », je vais dans la maison, ils sont déjà tous morts. Ce qui implique que forcément, il est sorti et il a tué tout le monde, opéré aux mises en scène, et il est en train de finir de tuer son frère en 3 minutes. J'ai posé la question à quelques experts, voyez-vous, c'est tout à fait impossible. Mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'il faut considérer qu'il a fait tout ça sans laisser la moindre empreinte, la moindre trace. Et encore plus, il faut pousser le raisonnement. À savoir qu'il a été capable de faire tout ça, de ne pas laisser ses empreintes, mais qu'il a été capable de laisser des empreintes qui ne lui appartiennent pas. Parce que des empreintes, il y en a plein, ce ne sont pas les siennes. Des empreintes que les gendarmes négligent et qui resteront non identifiées. Quand ils informent Danny que sa femme et sa fille l'accusent, il craque et avoue avoir tué son frère, mais pas les autres membres de sa famille. Je suis arrivé chez Christian et me suis engueulé avec lui devant sa porte d'entrée. Brigitte était derrière lui. Je les ai engueulés car ils ne voulaient pas nous aider financièrement. Le ton est monté. Christian a voulu aller chercher Martine. Je l'en ai empêché. J'avais la feuille de boucher dans mon dos. Je l'ai frappé plusieurs fois. Martine est arrivée et m'a demandé d'arrêter. Et je ne sais pour quelle raison j'ai continué. Je ne peux rien vous dire de plus. Des aveux qui, selon Roland Agré, ne peuvent en aucun cas correspondre à la réalité. Je le rappelle, il tient une feuille de boucher dans son dos qu'il n'a pas pu trouver là où il le dit. Il n'y en avait pas. Ensuite, on imagine la discussion, une main dans le dos, il parle avec son frère de choses et d'autres. D'accord. Et soi-disant, quand il part, qu'il le rattrape, il y a Brigitte derrière. Il le dit, elle est là, derrière, juste derrière Christian. Alors, Brigitte, elle voit partir Christian, son frère derrière, avec la feuille, en train de lui taper dessus. Il hurle, évidemment, le pauvre Christian. Et qu'est-ce qu'elle fait, Brigitte et les enfants? Il n'y a personne qui se sauve. Les petites restent en culotte, elles attendent leur tour, elles attendent de se faire massacrer. Et Brigitte, mieux que ça, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va dans le frigo, elle décapsule un yaourt, elle mange son yaourt tranquille. Elle attend que Danny revienne. C'est ça, cette logique. Et ça, Madame Brunetière a accepté ça. À l'époque, c'est la juge Céline Brunetière qui instruit cette affaire. Elle ne semble pas relever les incohérences de l'enquête. Je ne vois pas un soupçon d'analyse, je ne vois pas aucune réflexion autour des incohérences du dossier. Il n'y a rien qui se passe chez la juge. Céline Brunetière
magistrate au tribunal de grande instance du Mans, a refusé de répondre à nos questions. Mais un autre mystère n'a jamais été résolu dans cette affaire, celui de la petite Solène. La petite fille de 2 ans a miraculeusement échappé au massacre. Elle a même été retrouvée propre et changée dans son lit. L'homme, soi-disant caché dans le grenier, avait affirmé avoir gardé la petite Solène avec lui toute la nuit, puis l'avoir redéposée dans son lit au petit matin, après l'avoir changée. 2 ans après le drame, Martine donne une autre version à la juge. Elle lui déclare que c'est elle qui s'est occupée de l'enfant cette nuit-là et qui l'a sauvé. La dernière version qu'elle donnera 2 ans plus tard. Si dans la première, elle dit « je n'ai pas vu Solène », dans la dernière, elle dit « si ». Je suis allé dans la chambre de Solène. Solène était là. Je l'ai prise dans mes bras. Elle était pleine de sang. J'ai fait le tour par derrière de la maison. Je l'ai accompagnée dans ma maison pour la laver dans la salle de bain. Ensuite, elle la met dans la voiture. Elle passe devant le monstre, qui est forcément encore là. Et elle dit, je vais chez ma belle-mère, Renée, et chez mon beau-père, Robert. Je leur explique que Danny est devenu fou, qu'il a tué tout le monde. C'est à quoi ils lui répondent, toujours selon elle, pour sauver Danny, va remettre la petite dans son lit. Alors, pour sauver Danny, je comprends pas tellement. Toujours est-il qu'elle s'exécute. Elle revient avec la petite. Elle va la mettre dans son lit. Et elle abandonne quand même cette gamine au milieu des cadavres. En pleine nuit. Et elle va rejoindre qui? Le monstre. Et elle s'endort. 2h30, le réveil sonne. Le monstre se lève. Vite, vite, il s'habille, il se prépare, il s'en va. Travailler à la Socopa. Et là, que fait Martine? Va-t-elle se jeter sur un téléphone? Au secours, j'ai peur, au secours. Elle remonte le réveil à 6h. Elle se rendort. Elle se rendort. Et elle se réveille à 6h du matin, où elle va prévenir... Non, elle prévient personne. Elle retrouve Célia, elles prennent le petit-déj ensemble. Elles vont faire un tour de marché, après on les retrouve sur un tracteur, à quelques 50 mètres des lieux du massacre, le matin du massacre. Les parents de Danny le Prince nient avoir vu Martine et Solène ce jour-là. Pourtant, la justice accrédite cette version. Mais ce ne sont pas les seules incohérences de l'enquête. Danny le Prince est-il le boucher de la Sarthe, décrit par les médias? Ceux qui le connaissent ne le considèrent pas comme un homme violent. Manipuler le couteau n'était pas du tout son truc. Pas du tout, pas du tout. Et il a vu du sang, c'est encore pire. Il n'était jamais capable de tuer un cochon, ni de tenir la poêle pour récupérer le sang. Martine, elle aussi, travaillait à la boucherie industrielle. Jean-Luc Jobidon s'en souvient. Après plusieurs formations, elle a fini pareuse, c'est-à-dire que pareuse, c'est quelqu'un qui se sert que du couteau. C'est quelqu'un qui travaillait pratiquement comme un mec. Physiquement, elle avait la moelle et puis... Mais à l'époque, personne ne s'intéresse à Martine le Prince. Pour les enquêteurs, Danny est coupable et il l'aurait tué par jalousie et pour l'argent. Un mobile pourtant démenti par l'entourage de Danny. Danny avait-il des problèmes financiers? La reconnaissance de dette posée en évidence sur la scène du crime a conforté cette hypothèse. Mais pour sa famille, Danny n'était pas dans le besoin. Si vraiment il y avait eu des découvertes, les parents auraient été sollicités. Ça n'a jamais été le cas. Contrairement à ce qui a été dit à l'époque, Danny ne semblait pas envieux de la réussite de son frère. Christian avait eu des soucis avec des amis et tout. Mais Danny était là pour le tirer d'affaire. Hein. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois à René le dire. Hein. Danny avait de la fierté de dire Christian, malgré toutes les difficultés qu'il a eues au départ, ça marche pas mal, quoi. Et puis pour lui, même si c'est compliqué, ça ira mieux demain, quoi. En fait, il semble que la rivalité ne se soit installée qu'entre les deux belles-sœurs. La jalousie maladive de Martine à l'égard de Brigitte a souvent été évoquée. On savait que les deux belles-filles s'entendaient mal. Nous, on a toujours supposé qu'entre Brigitte et Martine, il y avait peut-être une jalousie. Il y en avait une qui était jalouse de l'autre. Mais Danny n'a jamais été jaloux de son frère, au contraire. Il était même content qu'il arrive à ses affaires,
Il a quand même créé son garage, il a bossé, Danny aussi. Danny n'a jamais été jaloux de son frère. Par contre, la célèbre Martine, elle était jalouse de sa belle-sœur. Un mobile fragile, une enquête approximative, aucune preuve matérielle. À l'arrivée, un dossier d'accusation qui semble plutôt mince. Il subsiste beaucoup de zones d'ombre dans le dossier d'accusation qui a conduit à la condamnation à perpétuité de Danny le Prince. De plus, le comportement de Martine, son ex-femme, aurait pu alerter les enquêteurs. On a retourné le dossier un peu dans tous les sens. Il n'y avait rien qui l'accusait, il n'y a pas d'ADN, il n'y a aucune trace de lui. Il y a des horaires qui ne correspondent pas. Dans la maison, il y a des traces de pas, c'est pas lui, on sait que c'est pas lui. Chose du 46, il y a du 41 ou du 42, des traces de pas de femme qui correspondent exactement à la pointure de Martine, l'ex-épouse Le Prince. Il n'y a rien d'autre qui accuse Danny. Le jean que Danny Le Prince portait le soir du crime a été analysé par les enquêteurs. Ils n'ont pas trouvé la moindre trace de sang. Ils ont retrouvé son jean qui avait de la rouille dessus, qu'il avait déménagé une cuisinière à la ferme de Limbaudière avec son ami Malherbe, là. Excusez-moi, mais les affaires, il devait être dans un drôle d'état, où il a fallu qu'il change et remette son pantalon. Et... Oh, non, c'est pas un gentleman, c'est pas un MacGyver, non. En revanche, tout le monde a observé que Martine, au lendemain des crimes, a multiplié les lessives en machine dès la première heure. Intrigués, les photographes présents sur place ont pris de nombreux clichés. Martine ne sera jamais interrogée sur cette frénésie de lessive. Je pense que les photographes, les journalistes ont été plus attirés par... auraient été plus professionnels que les enquêteurs, je dirais, parce que eux, ça les intriguait, cela je l'avais. En faisant tourner des machines toute la nuit, Martine aurait-elle cherché à faire disparaître des preuves? Aucun de ses vêtements ne seront jamais réclamés ni analysés par les enquêteurs. Martine, 15 jours après, elle appelle les gendarmes pour dire « J'ai retrouvé les affaires que je portais ce soir-là, le soir du drame. » Et les gendarmes, ils accourent. Et elle leur remet un t-shirt, un pantalon bien plié, bien repassé. « Tenez, messieurs les gendarmes. » Et ils gobent ça. Et on prend les affaires, rien, et on... Non, attendez. J'ai jamais vu ça. Jamais, c'est inimaginable, c'est impensable. Ça n'existe pas, des trucs comme ça. Ben si. Pour quelle raison Martine Le Prince n'a-t-elle pas été inquiétée par les enquêteurs? Aurait-elle bénéficié de certains appuis? À l'époque, Martine aurait entretenu des rapports privilégiés avec le gendarme commandant la brigade de recherche du Mans. Une relation mentionnée en toutes lettres dans le rapport de la commission de révision que nous nous sommes procurés. L'enquête n'a pas été menée avec la rigueur nécessaire. Ces manques sont évidents, et parce que Martine Le Prince et son père avaient des relations privilégiées avec les enquêteurs, l'enquête a été délibérément orientée pour se focaliser sur Danny Le Prince, de façon à éviter d'autres mises en cause. C'est sûr qu'elle a été protégée. C'est pas en liberté qu'elle devrait être enfermée aussi. J'espère qu'elle ira. À mon avis. Ah, c'est invraisemblable. C'est inimaginable qu'on puisse avoir une couverture. Et pour avoir une couverture, c'est que la gendarmerie ou les flics qui peuvent couvrir une personne de telle manière. Vous côtoyez au plus près comme ça la gendarmerie pour arriver à être écarté de tout soupçon. Martine avait peut-être d'autres soutiens. L'élève magistrat qui assistait la juge Brunetière connaissait bien Martine, elle avait été sa nourrice pendant 5 ans, et tous deux avaient gardé des liens d'affection. À aucun moment, le dossier d'instruction ne fait état de cette relation. Le magistrat en question reconnaît aujourd'hui, devant la commission de révision, que son objectivité concernant le dossier lui apparaît affectée. Au fil du temps, des charges apparaissent contre Martine.
En 2008, les enquêteurs analysent une empreinte ADN sur un couteau qui aurait servi à commettre les crimes. Cette empreinte serait celle de Martine. Interrogée par les magistrats de la commission de révision, Martine remet en cause le récit qu'elle a livré lors de sa garde à vue. Elle fait même une déclaration incroyable. Je me demande si je n'ai pas fait quelque chose. J'ai peut-être tué quelqu'un. Je l'ai dit à mon avocate, il faut que j'arrive à retrouver. Je m'en veux car j'ai accusé Dany. J'ai du mal à accepter d'avoir accusé mon mari. Où est Martine? La jeune femme a quitté Torigné-sur-Dué quelques mois après le drame. Elle a divorcé de Dany Le Prince. Aujourd'hui, elle vit au Mans, dans la plus grande discrétion. Nous avons retrouvé son domicile et nous avons tenté de la rencontrer. Madame, Oui. est-ce que vous acceptez de me rencontrer? Non, j'accepte de rencontrer aucun journaliste, donc c'est pas la peine de venir. Je parle à aucun journaliste. Vous n'avez rien à dire? Non, rien à dire pour l'instant, voilà. Merci, au revoir. Depuis la condamnation de Dany Le Prince, Martine n'a jamais accepté de répondre aux questions des journalistes. Son avocate refuse, elle aussi, de communiquer sur le dossier. Dany Le Prince n'est pas seul. Une femme amoureuse se bat pour qu'il sorte de prison. Béatrice, tu es mon immense source de motivation et grâce à toi, je suis devenue plus fort. Béatrice, mon amour, c'est vrai que j'aimerais tant que les choses avancent plus vite et que mon calvaire cesse enfin. Leur histoire commence en 2008. Elle s'intéresse à lui, le jour où Dany perd René, sa mère. En effet, la vieille dame ne s'est jamais remise de cette tragédie familiale. Elle a mis fin à ses jours en juin 2007. Là, j'ai décidé de lui écrire parce que je me disais, il doit être pas très bien, il est innocent et puis il a besoin d'aide. Au bout de quelques semaines, ils décident de se rencontrer. Un moment que Béatrice n'oubliera jamais. Oh, ça a été très émouvant parce que lui il se demandait comment serait la rencontre et il était très émotif et un peu fragilisé par non seulement toutes ces années de prison, mais le fait de se rencontrer. Très vite, leur relation se fait intime. Au bout de 3 mois seulement, ils décident de se marier. La cérémonie a lieu à la centrale de Poissy. C'est très émouvant de se marier dans ces conditions. Même l'adjoint au maire était très ému. C'est vrai qu'il nous a blagué en disant les droits et devoirs du mariage et en disant que les époux se doivent obligation de communauté de vie. Il nous a dit « Je suis obligé de vous le dire, mais je sais que pour vous, c'est pas possible. » À présent, c'est possible. Juillet 2010. Dans l'attente d'un nouveau procès, Dany Le Prince sort de prison après 16 années passées derrière les barreaux. Mais malgré sa libération, Dany Le Prince reste officiellement coupable. L'espoir pourtant renaît. Cette situation juridique est inédite et la Cour de révision a maintenant le choix entre 3 possibilités. Renvoyer Dany Le Prince derrière les barreaux. Annuler purement et simplement sa peine. Ordonner un nouveau procès. J'ai confiance maintenant dans la justice, puisque au niveau de la révision, on peut dire merci à la révision. J'espère qu'eux vont nous sortir quelque chose et qu'il y aura un nouveau procès. Nous, on n'attend que ça, on attend que la vérité. Et puis que ceux qui ont fait le travail, ils soient punis, c'est tout. Point. La chambre criminelle va, c'est certain, c'est inéluctable, elle va ordonner une nouvelle enquête. Et je peux vous dire, cette nouvelle enquête, elle va être musclée à mon avis. Ce ne sera pas du tout la même qu'à l'époque. Ce sera d'autres magistrats, d'autres enquêteurs. Et là, il y en a quelques-uns qui risquent d'aller en garde à vue. C'est mon avis. Et tout ce que je souhaite qu'ils sortent de ça, c'est le maximum, des gros morceaux de vérité. Je le redis aussi pour la mémoire de toutes ces victimes qui, jusqu'à aujourd'hui, sont bafouées. Si la Cour de révision ordonne un nouveau procès, Martine sera-t-elle entendue? Les enquêteurs se posent une autre question. Ce quadruple meurtre a-t-il été commis par une seule personne? Robert Le Prince veut connaître la vérité. Vous allez bien qu'ils vont dire tout. Et puis,
qu'il en crève là-bas. Parce qu'on a fait mourir une famille entière. J'espère que s'ils trouvent vraiment les assassins, qu'ils finissent leur jour là-bas. J'espère pour tout le monde, j'espère pour ma famille, j'espère pour ceux qui ne sont plus là. Et puis moi aussi, que je voudrais savoir la vérité avant de fermer les yeux. Parce que je ne suis pas encore prêt à mourir, mais vous savez, on est plus près, j'en sais plus près que j'ai été. 8 juillet 2010, centrale de Poissy en région parisienne. Dany Le Prince sort au grand jour après 16 ans d'enfermement. Dany Le Prince ne dira pas un mot. La justice lui a formellement ordonné de garder le silence et de ne pas s'exprimer devant les médias. C'est son avocat, maître Yves Baudelot, qui parle pour lui. Après 16 ans de détention, se retrouver dehors, c'est quelque chose de très difficile. Tout a changé, tout est différent. Il faut réapprendre ce que c'est que la liberté, c'est quelque chose de diabolique. Dany Le Prince est enfin libre. Il espère un nouveau procès. C'est à la justice de décider. Avril 2012. La Cour de révision des condamnations pénales anéantit tous les espoirs de la famille Le Prince. Contre toute attente, les juges décident qu'il n'y aura pas de nouveau procès. Conséquence cruelle et immédiate, Dany Le Prince, après avoir goûté 9 mois de liberté, est renvoyé en prison. On vient de passer les menottes à Dany Le Prince. C'est un drame que je considère comme terrible. C'est pour moi un échec personnel terrifiant, car je n'ai pas su convaincre la Cour. Mais c'est aussi un échec terrible pour la justice. Terrible. Mais Dany Le Prince ne renonce pas. Il clame encore son innocence. Au terme de 18 mois et 13 jours d'emprisonnement, le 19 octobre 2012, il obtient sa liberté conditionnelle. Il sera équipé d'un bracelet électronique. Dany et Béatrice peuvent enfin vivre leur amour sans contrainte. Vivre un amour avec un détenu, c'est pas évident du tout. Faire 700 km pour le voir une demi-heure, c'est lourd. Hein. Et là, ça sera bien. On sera enfin ensemble tous les jours. Mais pour autant, le combat de Béatrice continue. Elle veut faire définitivement reconnaître l'innocence de Dany Le Prince. Une nouvelle enquête est-elle encore possible? Avec les années, les souvenirs se sont peu à peu évanouis. Certains témoins ont disparu. 90% des pièces à conviction ont été détruites. Saura-t-on un jour ce qu'il s'est réellement passé le soir du 4 septembre 1994 à Torigné-sur-Dué? Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur le site internet de TMC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.